ma sœur m'a brûlé le visage quand j'ai eu le rôle principal. Mes parents m'ont fait mentir, c'était un accident, pas d'hôpital. Bonjour, je m'appelle Sky. Le jour où j'ai obtenu le rôle principal dans la pièce de théâtre de notre école, j'ai cru que tout allait enfin changer, mais je ne savais pas de quelle manière. Cette nuit-là, ma sœur a pressé un fer à friser chaud contre mon visage pendant que je dormais. Ma mère a dit que c'était un accident et m'a fait signer une déclaration pour l'affirmer. Mon père, lui, m'a juste dit de ne pas faire de scène. Mais lorsque l'infirmière de l'école a retiré le bandage des semaines plus tard et a vu ce qu'ils avaient essayé de cacher, tout a commencé à s'effilocher. Quel genre de famille laisse son enfant se faire brûler juste pour protéger une image? Et que se passe-t-il lorsque cet enfant refuse de garder le silence? Ils ont annoncé la liste des acteurs un lundi. Le couloir devant le département de théâtre ne m'avait jamais paru si étroit, comme si les murs se refermaient sur chacun d'entre nous, attendant de voir qui avait gagné sa place sous les projecteurs. Je n'étais même pas sûr de la raison pour laquelle je les consultais. Une partie de moi supposait, non, s'attendait à ne pas voir mon nom du tout. Isa obtenait toujours le rôle principal. C'était-elle la fille en or, la soprano de formation, la fille parfaite qui chantait des solos depuis que nous étions enfants? Mais ce matin-là, scotchée sur un triste morceau de papier d'imprimante sous une police de chapiteaux de mauvais goût, Christine, Sky Marlowe. Je suis juste resté là, mon nom en gras, à l'encre. Le bourdonnement des autres élèves autour de moi semblait s'estomper. Quelqu'un a poussé un cri aigu. Quelqu'un a murmuré, sérieusement? Mais tout ce que je pouvais entendre, c'était mon propre pouls qui battait dans mes oreilles. Je voulais sourire, courir, appeler quelqu'un, n'importe qui. Mais je me suis retourné lentement et je l'ai vue. Isolda, debout 2 casiers plus loin. Ses lèvres étaient si serrées qu'elles en étaient devenues blanches. Pas de câlin de félicitations, pas de faux sourire, juste un regard assez froid pour décaper la peinture. « Tu es contente maintenant ?» a-t-elle demandé, à peine audible. Sa voix avait ce tranchant, comme si elle n'était pas surprise, juste blessée d'une manière qui me faisait sentir comme l'ennemi. J'ai haussé les épaules. Je suppose que je me suis bien débrouillé au rappel. Elle n'a pas répondu. Elle s'est juste retournée et s'est éloignée, chaque mouvement précis, comme si elle était déjà sur scène. Ce soir-là au dîner, ma mère, Vera, a applaudi une fois. Un seul applaudissement lent et mesuré. « Essayons de ne pas te laisser monter ça à la tête, Sky », a-t-elle dit. « Tu auras besoin de beaucoup de travail pour être crédible à côté de ta sœur. » Alaric, mon père, a à peine levé les yeux de son téléphone. J'étais assise là avec de la purée de pommes de terre qui refroidissait dans mon assiette, me demandant ce que j'étais censé ressentir. Fierté, peur, culpabilité. Ils ne m'ont pas félicité. Ils n'ont pas souri. Juste le silence et une tension si épaisse que j'ai cru que le plafond allait s'effondrer. Plus tard dans la nuit, je suis allé me coucher tôt. Mon réveil était réglé sur 5h30 pour que je puisse faire quelques échauffements vocaux supplémentaires avant l'école. Je me souviens être allongé dans mon lit, les yeux au plafond, revivant encore et encore le moment où j'ai vu mon nom, essayant de croire que c'était réel. Quelque part dans le noir, le sommeil est venu. Et puis il ne l'a pas fait. Je me suis réveillé en hurlant. La douleur a frappé avant même que mon cerveau ne rattrape le coup. Un éclair aveuglant de chaleur m'a brûlé la joue et la tempe. Je me suis débattu. Mes doigts ont griffé la couverture. Quelque chose a grésillé. Quand j'ai ouvert les yeux, elle était là. Isolda, les cheveux parfaits, un peignoir de soie noué trop proprement pour quelqu'un qui se trouvait juste là par hasard. Dans sa main droite, son fer à friser, encore incandescent. Toi, je n'arrivais pas à sortir les mots. L'odeur de peau brûlée, de plastique, quelque chose de chimique a rempli la pièce. Tu n'étais pas censé gagner, a-t-elle murmuré. C'était mon année. Elle est partie sans un mot de plus. Je me suis recroquevillé dans le coin de mon lit, le souffle court, essayant de ne pas vomir de douleur. Je ne me souviens pas combien de temps je suis resté là avant que Vera n'entre en trombe. Pas de panique, juste de l'agacement. Mon Dieu, Sky, fais moins de bruit, a-t-elle sifflé. Tu vas réveiller les voisins. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle n'a pas crié sur Isolda. Elle a arraché la couette du lit et a fixé mon visage comme si j'étais celle qui avait tout gâché. Nous devons arranger ça, a-t-elle dit d'un ton plat. Ton drame ne peut pas compromettre les candidatures universitaires de ta sœur. Ce n'est pas moi.
Elle m'a brûlé, ai-je pleuré. Vera a levé les yeux au ciel et m'a traîné vers la salle de bain. Elle a ouvert l'armoire, a mis de la pommade sur ses doigts et l'a étalée sur ma joue cloquée. Ça piquait si fort que j'ai vu des étoiles. Tu diras que c'était un accident, a-t-elle dit. Tu t'entraînais pour le rôle, tu te frissais les cheveux. Il a glissé. C'est tout. Non, ai-je murmuré. Elle a brandi une feuille imprimée déjà préparée, déjà signée par elle. Une déclaration écrite pour l'infirmière de l'école. J'ai dit que tu avais glissé, Sky, a-t-elle dit les dents serrées. Tu ne vas pas faire tout un plat de ça. Pas maintenant que les choses se mettent enfin en place. J'ai regardé le papier, puis je l'ai regardé. Ses ongles étaient parfaitement faits. Aucune bavure. Elle avait eu le temps d'imprimer, de préparer, de tout contrôler. Ce n'était pas une réaction. C'était un plan. Tu prends son parti, ai-je étouffé. Je nous protège toutes, a-t-elle répondu. Elle m'a mis un stylo dans la main. Mes doigts tremblaient. Le miroir de la salle de bain a capté un aperçu de moi, les cheveux emmêlés, le visage rouge et cloqué, les yeux retenant à peine les larmes. Et pourtant, je l'ai signé. Non pas parce que je la croyais, mais parce que j'ai su à ce moment-là que personne d'autre n'allait me protéger. Ensuite, elle m'a tendu une écharpe et m'a dit de m'entraîner à sourire dans le miroir. Je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas. Le lendemain matin, j'ai marché jusqu'à l'école comme si de rien n'était. Ma peau brûlait à chaque rafale de vent. À l'intérieur, quelque chose d'encore pire avait commencé à piquer. J'ai regardé dans le miroir une dernière fois avant de sortir, et le reflet qui me regardait n'était plus moi. C'était quelqu'un de plus petit, quelqu'un réduit au silence. C'était la première fois que je me trahissais pour protéger tout le monde. Mais ce n'était pas le seul mensonge que j'ai dû raconter. Le matin après avoir signé la déclaration, j'étais assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé pressée doucement contre le côté de mon visage. Le gonflement s'était installé pendant la nuit, et maintenant même les plus petits mouvements mâcher, parler, cligner des yeux envoyaient des ondes de choc de douleur le long de ma mâchoire. Le thé à la menthe était tiède, mais c'était la seule chose qui ne me donnait pas la nausée. La cuisine sentait le désinfectant au citron et le pain grillé brûlé, un contraste avec la tension silencieuse qui remplissait la pièce. Mon père est finalement entré, toujours dans sa tenue d'hôpital, de toute évidence juste rentré de son service de nuit. Il m'a à peine regardé. Tu l'as vu, a demandé ma mère en me désignant de la tête. Alaric a posé ses clés sans répondre. Il s'est dirigé vers le réfrigérateur, a sorti une bouteille d'eau, a ouvert le seau et en a bu la moitié avant de finalement se tourner vers nous. Ses yeux ont scanné mon visage. Pas rapidement, pas avec inquiétude, comme s'il essayait de calculer quelque chose. Je me suis redressé, en silence, implorant quelque chose, n'importe quoi. Une lueur de doute, d'indignation, de reconnaissance. Au lieu de cela, il a dit, tu ne peux pas aller à l'école comme ça. Pas l'air comme ça. J'ai cligné des yeux. Maintenant ça. Il s'est approché, a ouvert le tiroir à médicaments, a sorti un tube argenté et l'a tendu. Applique ça 2 fois par jour. Garde la plaie propre. Pas de soleil direct. Et porte quelque chose qui la couvre. Les gens n'ont pas besoin de voir ça. Tu es sérieux, ai-je demandé, la voix brisée. Tu es médecin. Tu sais que ça devrait être traité par. Gardons ça en interne, a-t-il interrompu, son ton plat. Pas besoin d'envenimer les choses. Voilà. Ce n'était même pas subtil. Pas de, comment est-ce arrivé? Pas de, as-tu besoin d'aide? Juste une recommandation professionnelle et une supplique silencieuse pour garder la réputation de la famille intacte. Ma mère est intervenue, nous nous en sommes déjà occupés. Sky comprend. Je les ai regardés tous les deux, me sentant moins comme une fille et plus comme un passif indésirable. Au moment où je suis arrivé à l'école, le maquillage que Vera avait superposé sur ma joue commençait déjà à craquer. Ce n'était même pas du fond de teint. C'était cet épais correcteur de théâtre qu'elle avait trouvé au fond de l'armoire de la salle de bain. Le genre de choses qu'on utiliserait pour cacher des bleus de scène, pas des vrais. La première heure s'est écoulée dans un brouillard. Personne n'a rien dit, mais ils ont regardé. J'ai gardé la tête basse, répondant aux questions par des hochements de tête ou des marmonnements d'un seul mot. Chaque regard ressemblait à une accusation silencieuse. Entre la 2e et la 3e heure, je suis passé devant le panneau d'affichage dans le couloir du bureau,
le même où ils avaient affiché la liste des acteurs, mais cette fois, il était couvert d'une nouvelle affiche, mécène du gala de printemps, remerciements spéciaux à la Fondation Marlot pour les arts. J'ai senti le sang quitter mon visage. Ma mère ne m'avait pas seulement forcé au silence. Elle avait acheté mon silence à l'avance. C'était sa stratégie, envelopper notre nom de famille de suffisamment de bonne volonté pour que les gens ne remettent pas en question les bleus en dessous. Pendant le déjeuner, je me suis assise dehors derrière l'aile des sciences. Moins de gens passaient par là. J'ai grignoté une barre de céréales et j'ai regardé le trottoir. Le vent vif transportait des bribes de voix de l'autre côté de la cour. J'ai entendu dire qu'elle s'est fait ça toute seule, pour attirer l'attention. C'est ce que ma mère a dit. Les filles du théâtre sont toutes folles de toute façon. Sa sœur a tellement de talent. Je parie qu'elle en a marre d'être dans son ombre. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Au lieu de cela, j'ai levé la main et j'ai appuyé doucement sur le côté de mon visage. La peau semblait tendue, serrée, fragile. Mademoiselle Martin, la professeure de théâtre, a évité mon regard lorsque je suis passé devant elle après le déjeuner. Elle parlait au directeur, et tous deux se sont tus dès que je suis entré dans le bureau pour déposer un billet de retard. Leur faux sourire était transparent. Ce soir-là, Vera m'attendait au comptoir de la cuisine. J'ai parlé avec Mademoiselle Martin, a-t-elle dit sans lever les yeux de son téléphone. Elle est compréhensive. Nous avons convenu qu'il est préférable de limiter les distractions inutiles en coulisses. J'ai laissé tomber mon sac à dos plus fort que nécessaire. Des distractions? Comme quoi? Mon visage? Mon existence? Elle m'a finalement regardé. Le drame, Sky. C'est la dernière année de ta sœur. Ne gâchons pas ça. J'ai ouvert la bouche, mais elle a levé la main. Ne commence pas. Tu as déjà accepté. Non, je ne l'avais pas fait. J'avais signé un mensonge. C'est différent. Mon père est passé en se dirigeant vers le salon. Laisse tomber, Sky. Tu ne veux pas être la raison pour laquelle l'école se retrouve mêlée à quelque chose qu'elle ne peut pas nettoyer. Nettoyer. C'était leur priorité. Javeliser les taches. Cacher les fissures. Repeindre par-dessus la moisissure. Plus tard dans la nuit, je me tenais de nouveau dans la salle de bain. Même miroir, même éclairage, mais un reflet différent. Ma joue était un patchwork de croûte et de peau à vif. Mes yeux semblaient creusés. J'ai tendu la main vers le correcteur, mais je me suis arrêté. J'ai laissé la lumière de la salle de bain allumée et la porte à moitié ouverte. J'ai descendu le couloir et je me suis tenu devant la chambre d'Isolda. Sa porte était fermée. Je pouvais l'entendre chanter doucement à l'intérieur, répétant une ballade du spectacle. Sa voix, impeccable comme toujours, résonnait à travers le mur mince. J'ai frappé une fois. Silence. Puis sa voix, froide et désinvolte, si tu cherches de la sympathie, je n'en ai plus. Je n'ai rien dit. Je suis juste resté là, la chaleur de ma blessure pulsant comme un battement de tambour. Finalement, j'ai dit, tu ne m'as pas seulement blessé, tu m'as effacé. Elle a ri doucement. Oh, s'il te plaît, ne sois pas dramatique. Personne ne t'aurait cru de toute façon. Je me suis retourné et je suis parti parce qu'elle avait raison. Du moins pour l'instant. Après cet échange dans le couloir avec Isolda, je suis allé directement dans ma chambre. Je n'ai pas claqué la porte ni crié dans un oreiller comme une adolescente dans un mauvais drame. Je suis juste resté là, à fixer le mur comme si j'attendais qu'il parle et confirme tout ce que j'avais peur d'admettre. Plus tard dans la nuit, longtemps après que tout le monde se soit couché, je me suis retrouvé éveillé, à regarder les fissures au plafond. La douleur dans ma joue s'était atténuée pour devenir un élancement constant, ne criant plus, chuchotant simplement qu'elle n'était pas partie. J'ai pressé doucement ma main contre elle et j'ai senti la texture de la peau en train de guérir sous les couches de pommade et de correcteur. Mais la vraie douleur n'était plus dans la blessure. Elle était dans les questions qui tournaient en boucle dans ma tête. Pourquoi avait-elle l'air si calme quand elle l'a fait? Comment ma mère a-t-elle pu avoir une déclaration prête si rapidement? Et pourquoi mon père savait-il exactement quel médicament me donner sans demander ce qui s'était vraiment passé? Rien de tout cela n'était nouveau. C'est ce qui a commencé à me toucher. Vers 2 heures du matin, j'ai renoncé à dormir et je me suis levé. J'ai marché sur la pointe des pieds dans le couloir.
La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et du craquement occasionnel du plancher sous mes pieds nus. Je suis passé devant la porte d'Isolda. Elle était légèrement entr'ouverte, et sa télévision projetait une lumière bleue vacillante dans le couloir. Elle dormait sur le côté, face au mur, comme si rien de tout cela ne la touchait. Je me suis dirigé vers le bureau. Cette pièce m'était généralement interdite, pas explicitement, mais de la manière dont certaines pièces portent le silence comme une serrure. Ma mère l'utilisait comme son espace d'organisation personnelle, et je savais qu'elle y gardait tous nos dossiers importants. Je n'étais pas sûr de ce que je cherchais. Peut-être un indice que tout cela n'était pas dans ma tête. Je me suis assise au bureau, j'ai allumé la petite lampe et j'ai ouvert le tiroir du haut. Des factures, des horaires de l'association des parents d'élèves, des notes du groupe de l'église de Vera, tout classé et codé par couleur. Le deuxième tiroir était plus en désordre, des enveloppes en vrac, un vieux carnet de chèques, une pile de photos de famille que je n'avais pas vues depuis des années. J'ai passé la main au-delà et j'ai ouvert le tiroir du bas, raide comme s'il n'avait pas été utilisé depuis un moment. À l'intérieur, dans un dossier intitulé « Note familiale », j'ai vu un morceau de papier à lettres pliées avec mon nom écrit dans le coin. Non, pas mon nom. L'écriture d'Isolda. Je l'ai ouvert avec précaution. Le papier était froissé et légèrement jauni. L'encre s'était juste assez estompée pour paraître vieillie. Sky, je suis désolé pour les escaliers. Je ne voulais pas te pousser si fort. J'étais en colère que tu aies eu le solo et pas moi. S'il te plaît, ne le dis pas à maman. Elle sera furieuse. Je jure que je ne voulais pas que tu sois blessé à ce point. Mes mains se sont mises à trembler. Les escaliers. Ça m'a frappé comme une rafale de vent à travers une fenêtre brisée. Il y a des années, en 5e, j'étais tombé dans l'escalier de service à la maison. Je m'étais cogné la tête et fracturé le poignet. Tout le monde pensait que j'avais glissé. Vera avait dit, c'est ce qui arrive quand on court partout comme une folle. Mais je ne courais pas. Je descendais avec un classeur de musique, et Isolda était derrière moi. J'ai retourné la lettre. Au dos, collé dans le coin, il y avait un post-it jaune avec l'écriture soignée et rigide de ma mère, ne jamais la laisser voir ça. Mon estomac s'est noué. Il ne s'agissait pas seulement de cette semaine ou de ce rôle. Ça n'avait jamais été le cas. Je me suis affalé sur la chaise, la lettre tremblant dans mes mains, et j'ai laissé le poids de tout cela s'installer dans ma poitrine. La manipulation, les dissimulations, les sourires polis pour cacher les bleus. Il ne s'agissait pas de protéger la famille. Il s'agissait de protéger la place d'Isolda en son sein. Et Vera, elle n'avait pas seulement regardé ailleurs. Elle avait activement caché les preuves. Je suis resté assise là pendant ce qui m'a semblé être une heure, les yeux parcourant les lignes d'encre encore et encore. Tous ces moments que j'avais ignorés. Toutes ces fois où je m'étais reproché d'être maladroite, trop sensible, trop dramatique. Ils ont commencé à s'empiler comme des briques. Il y avait la vidéo supprimée de mon audition pour une bourse qui a disparu la nuit précédant la date limite. Il y avait la lettre perdue du programme de théâtre d'été que Vera avait dit devoir être une erreur de la poste. Il y avait la fois où ma robe préférée a été retrouvée à la poubelle quelques jours avant mon solo de chorale. Maintenant, tout cela semblait intentionnel. J'ai plié la lettre et l'ai glissée dans la ceinture de mon pyjama. Je ne lui faisais pas confiance dans ma poche. Pas quand quelqu'un pourrait la jeter avant le matin. En retournant dans ma chambre, je me suis arrêté devant la porte de la chambre de mes parents. De l'intérieur, je pouvais entendre le faible bourdonnement de la télévision. Ils étaient encore éveillés, regardant probablement les nouvelles, sirotant du vin, enveloppés dans l'illusion de normalité qu'ils s'efforçaient de maintenir. Et moi, je m'étais enfin réveillé. De retour au lit, je n'ai pas dormi. Je ne pouvais pas. Mon esprit rejouait le passé comme un film muet en boucle. J'ai vu chaque bleu, chaque regard détourné, chaque faux sourire des professeurs qui avaient entendu des rumeurs mais n'avaient jamais posé de questions. Et je me suis murmuré, si bas que cela atteignait à peine mes propres oreilles, on m'a appris à protéger tout le monde, mais qui m'a protégé? La pièce n'a pas répondu, mais je savais une chose, cette fois, je ne laisserai pas passer. La lettre n'a jamais quitté ma possession après cette nuit. Je l'ai pliée soigneusement et l'ai glissée derrière le miroir de ma chambre, juste au bord du cadre où personne d'autre ne penserait à regarder. Chaque fois que je passais devant, chaque fois que je touchais ce coin, cela me rappelait que la version de ma famille à laquelle je m'étais toujours accroché ordonnée, respectable, unie était une histoire que Vera avait orchestrée comme une campagne de relations publiques.
Le vendredi, l'ecchymose sur ma joue avait commencé à s'estomper en un mélange confus de jaune et de gris. La douleur était plus sourde, mais elle pulsait sous la surface comme un signal d'alarme. Je me suis levé tôt, j'ai pris mon temps pour appliquer du correcteur en couche, l'étalant du mieux que je pouvais avec la mauvaise éponge de mon tiroir. J'ai ramené mes cheveux en avant, même si je détestais comment ils tombaient sur mon visage, et j'ai fixé le reflet. Ce n'était pas parfait, mais j'avais l'air assez présentable pour éviter une autre série de chuchotements. Je suis arrivé à l'école quelques minutes avant la sonnerie, me glissant dans le couloir latéral où le panneau d'affichage du théâtre était affiché. Mes pas se sont ralentis quand j'ai vu la foule agglutinée autour, les visages penchés vers le haut, les yeux balayants. Quelque chose avait changé. Je me suis faufilé devant quelques élèves de première année. Et là, c'était la liste des acteurs mis à jour pour la comédie musicale de printemps. La même feuille blanche, la même police en gras, le même emplacement, sauf que maintenant le rôle principal indiquait Isolda Marlowe. Mon nom avait disparu. Pas de rature, pas de note de bas de page, pas d'explication. C'était comme si je n'avais jamais existé. Mademoiselle Martin est passée derrière moi alors que je regardais fixement. Elle ne s'est pas arrêtée, ne m'a pas salué, elle est juste entrée dans la salle de théâtre avec son presse-papier serré contre sa poitrine. Je l'ai suivie à l'intérieur. Les lumières de la scène étaient faibles, projetant des ombres douces sur la scène de la boîte noire. Quelques autres membres de la distribution installaient des accessoires, bavardant légèrement sur les changements de répétition. J'ai marché directement jusqu'à son bureau dans le coin arrière, j'ai frappé une fois et je suis entré. Elle a levé les yeux, surprise. « Sky, je peux t'aider. » J'ai levé la main, gardant ma voix stable. « Qu'est-il arrivé à la liste des acteurs ?» Mademoiselle Martin a soupiré, mettant son presse-papier de côté. « J'allais te parler ce matin. » J'ai attendu. « Nous avons pensé qu'il serait préférable de faire quelques ajustements, » a-t-elle dit. Étant donné tout ce qui s'est passé. J'ai fait un pas en avant. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle s'est penchée en arrière sur sa chaise. « Tu as été soumise à beaucoup de stress. L'accident, la tension avec ta sœur. Ta mère a mentionné que cela pourrait être trop accablant pour toi. » Ma mère ? J'ai cligné des yeux. Alors, elle est venue vous voir ? Elle a exprimé son inquiétude pour ton bien-être, a dit mademoiselle Martin, choisissant chaque mot comme s'il pouvait être disséqué dans une salle d'audience, et pour l'harmonie de l'ensemble. Je voulais crier. Au lieu de cela, j'ai demandé, est-ce que quelqu'un m'a demandé comment je me sentais ? Elle n'a pas répondu, et cela m'a tout dit. J'ai quitté le bureau sans un mot de plus. Mes mains tremblaient au moment où j'ai atteint le bord du théâtre. Isolda était au centre de la scène, bavardant avec le chorégraphe, riant comme si rien de tout cela n'avait d'importance, comme si je n'avais pas mérité ce rôle, comme si elle n'avait pas pris quelque chose qu'elle n'avait pas le droit de toucher. Je me suis retourné et je suis sorti. Mes jambes m'ont porté dans le couloir latéral et dans l'aile des arts. J'ai trouvé une salle de classe calme, vide, utilisée principalement pour le stockage de sculptures, et j'ai fermé la porte derrière moi. Puis j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert l'appareil photo, je suis passé en mode frontal et j'ai appuyé sur enregistrer. L'écran a éclairé mon visage, inégal et pâle sous la lumière fluorescente. Le gonflement s'était atténué, mais la décoloration était toujours là, même sous le maquillage. Mon nom est Sky Marlowe, ai-je dit. Et si vous regardez ceci, cela signifie que quelqu'un s'est enfin soucié de demander ce qui s'est réellement passé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste dit la vérité. J'ai parlé de la nuit où Isolda m'a brûlé. De la façon dont Vera m'a tendu un mensonge préécrit et m'a dit de le signer. De la façon dont Alaric, un médecin, a refusé de me traiter correctement parce que cela pourrait faire parler les gens. De la perte de mon rôle, de ma place, et lentement du sentiment d'avoir jamais appartenu à cette famille. Quand j'ai eu fini, j'ai sauvegardé la vidéo et je me la suis envoyée par courriel, la stockant dans un dossier verrouillé avec une copie de sauvegarde dans le nuage. Puis j'ai pris une photo de la liste des acteurs mis à jour et une autre de mon reflet dans la fenêtre de la salle de classe, avec l'ecchymose et tout. Ils avaient pris mon rôle, ma voix, ma présence dans la chose même que j'aimais le plus. Mais ils ne pouvaient pas effacer ma vérité à moins que je ne les laisse faire. Ce soir-là, après être rentré à la maison, je ne me suis pas assise à la table du dîner. Je suis monté directement, j'ai fermé ma porte et j'ai commencé à tout écrire. Pas pour l'école, pas pour quelqu'un d'autre, juste pour moi.
pour mémoire. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, j'ai entendu des rires en bas. La voix nette de Vera, le gloussement délicat d'Isolda, le murmure grave d'Alaric. Ils célébraient, trinquant probablement à une solution propre. Mais je ne faisais plus partie de cette scène. Et pour la première fois, je n'avais pas envie d'en faire partie. Je n'aurais jamais pensé que le silence pouvait paraître si bruyant jusqu'à ce que je me tienne dans le couloir bordé de casiers, agrippant mon téléphone, lisant ce message. C'était juste après la 2e heure, juste avant le déjeuner. Je me suis faufilé dans les toilettes près de l'aile des Arts, essayant d'éviter une autre rencontre gênante avec Mademoiselle Martin ou l'un des membres de la distribution qui faisait encore semblant que je n'existais pas. J'ai ouvert mon téléphone, principalement pour me distraire, quand le texto est arrivé. Pas de nom de contact, pas de photo de profil, juste 5 mots. Recule ou nous finirons ce que nous avons commencé. Suivi d'un seul emoji, une petite flamme qui n'était pas juste une menace aléatoire. Ce symbole, celui qu'Isolda utilisait dans ses anciennes légendes sur Instagram chaque fois qu'elle se produisait, était sa petite signature, une fioriture subtile, toujours stylisée de la même manière. Mes doigts sont devenus froids. Au début, je me suis figé. Les lumières fluorescentes au-dessus de moi ont vacillé. La porte de la cabine derrière moi a grincé en s'ouvrant lentement. Même si personne n'était là, tout autour de moi semblait se presser vers l'intérieur. Je l'ai relu, puis encore. À la 3e fois, la peur avait cédé la place à quelque chose d'autre, de plus tranchant, de plus délibéré. J'ai verrouillé le téléphone, j'ai pris une profonde inspiration et je suis sorti des toilettes. Personne n'attendait. Personne ne regardait, ce qui, d'une certaine manière, rendait les choses pires. Cet après-midi-là, au lieu de me rendre à la répétition, ou à ce qui était devenu la répétition d'Isolda, je suis allé à la bibliothèque. Dans le coin le plus reculé où se trouvaient les vieux ordinateurs de bureau inutilisés, je me suis connecté à mon courriel de l'école, j'ai ouvert un dossier de brouillon et j'ai commencé à taper un compte rendu complet, date, incident, la vidéo que j'avais enregistrée dans la salle de sculpture, un scan de la lettre qu'Isolda avait écrite sur l'accident de l'escalier, des photos de la liste des acteurs, les textos. J'ai tout intégré dans un dossier privé sur mon disque. Ensuite, j'ai ouvert les paramètres de mon compte scolaire et j'ai créé une règle. Si l'infirmière de l'école mettait à nouveau à jour mon dossier de santé, une copie du dossier serait automatiquement envoyée au surintendant du district, au rédacteur en chef du journal local et à l'adresse électronique de secours que j'avais créée sous un pseudonyme. Pas de théâtralité, pas de drame, juste de la préparation. Le lendemain, j'ai ajouté un enregistrement vocal filmé dans ma chambre avec les stores baissés. Mon visage était principalement dans l'ombre, en partie parce que je voulais préserver ma vie privée et en partie parce que je voulais que quiconque le regarde se concentre sur les mots. Je n'essaie de ruiner personne, ai-je dit calmement. Je ne fais pas ça par vengeance. Je le fais parce que rester silencieuse ne m'a pas protégée et parce qu'être effacée encore et encore est une forme de violence en soi. J'ai sauvegardé la vidéo et l'ai placée dans le disque. Puis j'ai chiffré le dossier avec un mot de passe que seul moi connaissais, lié à quelque chose que personne dans ma famille ne devinerait jamais. Ce soir-là, en passant dans le couloir devant le gymnase, j'ai vu Isolda debout à son casier, seule pour une fois. Elle ne souriait pas. Elle avait l'air presque ennuyée, faisant tournoyer son porte-clés d'une main, fixant le miroir qu'elle avait scotché à l'intérieur. Je n'ai pas hésité. Isa. Elle s'est retournée lentement. Waouh, tu es encore là. Je me suis approché. Assez près pour qu'elle ne puisse pas faire semblant de ne pas m'entendre. Je ne vais pas disparaître, ai-je dit d'un ton égal. Et si quoi que ce soit d'autre arrive, si tu me touches, si tu me menaces à nouveau, tout deviendra public. Elle a levé les yeux au ciel. On dirait une de ces filles dans les films qui font un monologue dans le couloir. Je ne suis pas en train de jouer, ai-je dit. Je te préviens. J'ai des dossiers, des vidéos, des fichiers, des horodatage. Tu ne t'en sortiras pas en parlant. Elle a souri avec mépris, mais je l'ai vu. Ce petit tic dans sa mâchoire, le subtil changement dans sa posture. Tu bluffes, a-t-elle dit. Essaie pour voir. Puis je suis parti. Pas de cris, pas d'insultes, juste la vérité dite clairement. Cette nuit-là, je l'ai ressenti à nouveau. Cette lueur de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Pas la sécurité, pas l'espoir, mais le contrôle. Pourtant, je savais que ce n'était pas fini. Vera est entrée dans ma chambre plus tard, tenant une tasse de thé.
J'ai entendu dire que tu passes plus de temps à la bibliothèque, a-t-elle dit nonchalamment, posant la tasse sur mon bureau. J'aime le calme, ai-je répondu sans me retourner. Elle est restée un instant de plus. Tu sais, ta sœur a travaillé très dur. Elle n'a pas besoin du stress supplémentaire de gérer tout ce bruit. C'est comme ça que vous appelez ça, ai-je demandé. Du bruit. Son sourire s'est crispé. J'appelle ça une distraction inutile. Je me suis tourné sur ma chaise, je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous avez passé beaucoup de temps à la protéger. Elle en a besoin, a répondu Vera. Elle est sensible. Toi, elle a fait une pause. Tu es plus forte. C'était toujours son excuse. Sa façon de réécrire chaque trahison en faveur. Tu peux le gérer, Sky. Tu es plus mature. Tu sais comment le monde fonctionne. Mais la vérité, c'est qu'elle ne se souciait tout simplement pas de me défendre. Quand elle a quitté la pièce, je n'ai pas touché au thé. J'ai ouvert mon ordinateur portable à la place et j'ai revu la vidéo. Pas pour changer quoi que ce soit, juste pour me rappeler que je n'imaginais pas tout ça. Le lendemain matin à l'école, alors que je marchais dans le couloir et vers mon casier, un groupe d'élèves de terminale est passé. L'une d'elles a murmuré quelque chose à son amie. Elles se sont toutes les deux tournées pour me regarder. Je n'ai pas pris la peine d'écouter. Laissez-les parler. Laissez-les se demander. Je ne me cachais plus. Le lendemain matin, j'ai quitté la maison plus tôt que d'habitude. Le soleil se levait à peine, projetant de longues ombres sur la pelouse alors que je fermais la fermeture éclair de mon sweat à capuche et traversais l'allée. Je n'ai pas mangé, n'ai parlé à personne. Vera était dans la cuisine, chuchotant au téléphone quand je suis passé, probablement à Mademoiselle Martin encore une fois. Alaric n'a même pas levé les yeux de son ordinateur portable. J'ai marché le demi-mile jusqu'à l'école avec un seul objectif en tête, vérifier le nouvel horaire des répétitions. Une partie de moi s'y attendait, avait répété la possibilité dans ma tête toute la nuit, mais le voir, cela l'a rendu réel. La liste des acteurs était affichée sur le mur près des portes de l'auditorium. J'ai ralenti en approchant, essayant de ne pas attirer l'attention. Le papier était impeccable, juste scotché il y a quelques minutes. La liste des noms était tapée proprement, chaque rôle surligné en gras, mais mon nom n'y était pas, même pas dans l'ensemble. Christine, Isolda Marlowe. Je suis resté immobile, les yeux parcourant la feuille encore et encore, comme si j'avais manqué quelque chose, comme si mon nom avait été déplacé vers une autre section. Ce n'était pas le cas. Derrière moi, des pas se sont approchés. Je me suis retourné. Mademoiselle Martin se dirigeait vers les portes de l'auditorium, portant son presse-papier. Quand elle m'a vu debout là, elle s'est arrêtée mais n'a pas semblé surprise. « Sky » dit-elle doucement. « Viens avec moi. » Nous sommes entrés dans l'auditorium vide. Les lumières étaient tamisées, la scène baignait dans la lueur bleue du petit matin à travers les hautes fenêtres. Elle m'a conduite au premier rang et m'a fait signe de m'asseoir. Je suis resté debout. J'ai vu la liste, ai-je dit. Est-ce une erreur? Elle n'a pas répondu tout de suite. Ta mère et moi avons reparlé hier, a-t-elle commencé. Il y a eu beaucoup de tensions, de perturbations. Nous avons décidé, enfin, j'ai décidé qu'il serait préférable pour la stabilité globale de la distribution d'avancer avec quelqu'un de plus constant. Vous voulez dire ma sœur, ai-je dit. Elle est concentrée, moins émotive. Je l'ai regardée fixement. Moins émotive après ce qu'elle a fait? Le visage de Mademoiselle Martin s'est crispé. Sky, je ne veux pas entrer dans les problèmes familiaux. Ce n'est pas mon rôle. Vous voulez dire que ce n'est pas pratique, ai-je répondu. Elle a détourné le regard. Je suis parti avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. J'ai traversé le bâtiment comme un fantôme, engourdi du cou aux pieds, passant devant des camarades de classe et des professeurs qui n'osaient pas croiser mon regard. En arrivant à mon casier, j'ai aperçu Emma debout à proximité, faisant semblant de fouiller dans son sac. Elle m'a vu et s'est figée. J'ai fait un pas vers elle. Tu savais, n'est-ce pas? La voix d'Emma était à peine plus qu'un murmure. Sky, tu étais là la nuit où je me suis fait brûler. Tu as vu le bleu le lendemain matin. Tu m'as même aidé à le couvrir avec du maquillage. Elle a baissé les yeux. J'ai pensé que c'était peut-être un accident, que tu avais laissé tomber le fer à friser ou quelque chose comme ça. Je ne voulais pas supposer.
Tu ne voulais pas t'impliquer, ai-je dit. Elle a hoché la tête une fois. Et maintenant que je suis sorti du spectacle, cette place dans le duo, c'est toi qui l'as. Silence. J'ai ri. Ce n'était pas amer. Ce n'était même pas de la colère, juste vide. Je comprends. Tu t'es tu pour un solo. Comme c'est approprié. Sky, ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de faire semblant d'être mon ami quand c'est pratique, et une étrangère quand ça te coûte quelque chose. Je me suis retourné et je suis parti. À l'heure du déjeuner, le choc s'était dissipé, remplacé par quelque chose de plus vif, de contrôlé, de froid. De retour à la bibliothèque, j'ai ouvert le disque partagé où j'avais stocké tous mes journaux vidéo, les fichiers numérisés, les déclencheurs d'envoi automatique. J'ai ajouté une nouvelle vidéo. Celle-ci était plus courte. Pas d'introduction, pas d'explication, juste moi dans le coin de la salle d'études regardant directement l'objectif. Les gens ne vous blessent pas toujours en vous frappant, ai-je dit. Parfois, ils le font en se tenant à l'écart et en laissant les autres frapper. J'ai fait une pause. Et parfois, c'est votre plus vieil ami. Après l'avoir sauvegardé, j'ai envoyé un lien discret à Mademoiselle Carter, mon ancienne professeure d'anglais. Elle avait quitté l'école il y a 2 ans mais travaillait toujours au bureau du district. Si quelqu'un pouvait me croire, pouvait réellement faire quelque chose avec ça, c'était elle. Je n'ai pas inclus de message, juste le fichier. Après l'école, j'ai complètement séché la répétition, je suis rentré directement à la maison. Vera était dans le jardin en train de tailler les roses comme si nous ne vivions pas tous dans une maison de verre brisé. « As-tu vu les changements dans la distribution » a-t-elle demandé sans lever les yeux. Oui. Elle s'est finalement tournée vers moi. J'espère que tu comprends. Ce n'est pas personnel, Sky. C'est pour le bien de la production. J'ai penché la tête. Vous voulez dire pour le bien de votre réputation? Elle a cligné des yeux. Ce n'est pas juste. C'est la vérité, ai-je dit. Elle s'est redressée, tenant le sécateur à 2 mains. Tu rends toujours les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Non, maman, ai-je dit. C'est toi, en prétendant que rien ne va mal et en me blâmant quand la vérité éclate. Et je suis passé devant elle pour entrer dans la maison, l'odeur d'eau de rose et d'engrais persistant dans mon nez. Cette nuit-là, je n'ai rien ajouté d'autre à mon dossier. Je n'en avais pas besoin. Parfois, le silence n'était pas une reddition. C'était une stratégie. Le couloir était sombre quand j'ai quitté la répétition. La douce lueur de fin d'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres, projetant des traînées d'or sur le sol en linoléum. Je suis passé devant le panneau d'affichage où mon nom était toujours absent, devant l'écho des voix répétant des répliques qui m'appartenaient autrefois. Tout semblait plus calme, comme si le bâtiment lui-même retenait son souffle. Je ne suis pas rentré chez moi. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers l'infirmerie. Ce n'était pas une décision dramatique. Pas de plan, pas de théâtralité, juste un poids en moi qui poussait mes pieds en avant comme si mon corps savait ce qui devait arriver avant que mon esprit ne le rattrape. Quand je suis arrivé, l'infirmière Marabelle a levé les yeux de son bureau. Elle examinait des dossiers, ses lunettes perchées bas sur son nez, son expression s'est adoucie quand elle m'a vu. « Sky » dit-elle doucement. « Tu arrives juste à temps. Nous avons ton suivi programmé aujourd'hui. » J'ai hoché la tête. Ma gorge était serrée. Elle m'a indiqué le lit de camp dans le coin de la pièce. Je me suis assise lentement, retirant mon sweat à capuche, révélant la gaze qui couvrait encore ma joue et ma tempe. Le tissu me démangeait à cause de la sueur et du temps. Je ne l'avais pas changé depuis ce matin. Marabelle s'est lavé les mains, a enfilé des gants et s'est approchée avec un calme professionnel. Elle a atteint le bord du bandage, s'arrêtant un instant. « Ça va » a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête à nouveau, cette fois avec un peu plus d'air dans mes poumons. Alors qu'elle décollait doucement le ruban adhésif, couche par couche, que le bandage se retirait, je pouvais sentir l'air frais frapper la peau à vif en dessous. Sa main s'est arrêtée. J'ai regardé son visage. Elle ne me regardait pas. Elle fixait ma joue, la fixait assez longtemps pour que le silence ressemble à un coup de tonnerre entre nous. Sa voix était plus basse quand elle a parlé. « Sky, ce ne sont pas des blessures accidentelles. » Les mots ne m'ont pas surprise, mais les entendre à voix haute de la part de quelqu'un qui ne faisait pas partie de la maison où je vivais, c'était comme si un barrage se fissurait. Elle a pris un tampon propre et a tamponné légèrement autour de la zone,
en faisant attention de ne pas toucher directement la brûlure. Puis elle s'est levée, s'est dirigée vers son bureau et a sorti un formulaire. « Je dois signaler ça », a-t-elle dit. « Tu comprends ça, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas hésité. « S'il vous plaît », ai-je murmuré. Elle a levé les yeux, le regard vif et bienveillant à la fois. Elle a hoché la tête, a pris le téléphone et a commencé à composer. Je suis resté assise là, sans bouger, respirant à peine alors qu'elle parlait d'un ton bas et régulier à quelqu'un à l'autre bout du fil. Je n'avais pas besoin d'entendre les mots. Je savais qui elle appelait. Les services de protection de l'enfance, le signalement obligatoire, des traces de brûlure incompatibles avec une automutilation. Et juste comme ça, tout a commencé. En 45 minutes, 2 policiers sont arrivés à l'école. Ils ne sont pas venus avec des sirènes ou des uniformes. Ils portaient des vêtements civils. Une femme en blazer bleu marine. Un homme à la présence tranquille. Ils se sont présentés au bureau d'accueil. Je pouvais voir l'onde de choc se propager dans le bâtiment depuis ma place au bout du couloir. Comme un caillou jeté dans une eau calme. La femme, l'inspectrice Bennett, est entrée dans l'infirmerie et s'est présentée. Elle s'est assise à côté de moi pendant que Marabel restait à son bureau, classant des choses mais écoutant clairement. « Nous avons reçu un signalement », a dit Bennett. « Nous aimerions vous poser quelques questions. » J'ai hoché la tête, les mains jointes sur mes genoux. Elle était gentille, prudente. Elle ne m'a pas demandé de revivre la brûlure, juste comment c'était arrivé, quand, qui était là. Je lui ai parlé de la nuit, du fer à friser, du son qu'il a fait, de la façon dont Isolda est restée là, imperturbable. La mâchoire de Bennett s'est légèrement crispée. Elle a tout noté, puis a levé les yeux. « Merci, Sky. Tu as bien fait de venir. » Au moment où la sonnerie a retenti pour la dernière heure, les inspecteurs s'étaient déplacés vers le bureau principal. Les chuchotements ont commencé immédiatement. Des groupes d'élèves debout près des casiers, jetant des regards vers l'entrée principale. Je suis resté caché dans le coin de l'infirmerie jusqu'à ce que Bennett me dise que je pouvais partir, mais je ne suis pas rentré chez moi. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers l'auditorium. À l'intérieur, la répétition battait son plein. Isolda se tenait au centre de la scène, chantant la note aiguë de son solo. Sa voix remplissait l'espace, aussi parfaite que toujours, nette et brillante. Mademoiselle Martin se tenait au fond de l'auditorium, les bras croisés, hochant la tête. Je suis resté derrière les portes, regardant par la petite fenêtre. Puis les portes principales se sont rouvertes. Les inspecteurs sont entrés. Tout le monde l'a remarqué immédiatement. Le piano s'est arrêté. La voix d'Isolda s'est éteinte en pleine phrase. Quelques membres de la distribution ont chuchoté. Mademoiselle Martin s'est redressée, confuse, puis alarmée. L'inspectrice Bennett s'est avancée, s'adressant calmement au groupe. « Désolé de vous interrompre. Nous cherchons Vera Marlowe et Isolda Marlowe. » Il y eut un temps de silence. Puis Isolda est descendue lentement de la scène. Son visage a pâli. Derrière moi, j'ai entendu le claquement sec de talons. Vera était arrivée. Elle m'a bousculé sans un mot, marchant droit vers l'avant. « Officier, dit-elle doucement. J'apprécierais que vous nous contactiez par les voies légales. C'est une école. Ce sont des enfants. » Bennett n'a pas bronché. Elle a fouillé dans son sac, a sorti 2 enveloppes et en a tendu une à Vera. « Ceci est une convocation officielle. Nous ferons un suivi dans les 48 heures. Veuillez avoir une représentation légale disponible. » L'autre inspecteur a tendu une enveloppe distincte à Isolda. Les élèves ont commencé à chuchoter. Quelques-uns ont sorti leur téléphone, mais mademoiselle Martin a aboyé, « Pas de tournage. Rangez ça. » Vera s'est alors tournée vers moi, les yeux vifs, la bouche serrée. Elle n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Son regard disait tout. « Tu as enfreint les règles. Tu nous as attiré ça. » Mais je n'ai pas bronché. Je n'ai pas couru. Je me suis tenu droite au fond de l'auditorium, regardant simplement. Parce que cette fois, c'était eux qui étaient exposés. Quand les inspecteurs sont partis, la répétition s'est terminée plus tôt. Isolda a disparu dans les loges, Vera sur ses talons. Je suis resté assise au dernier rang, le calme de la pièce s'installant autour de moi. Mon cœur battait, mais pas vite, juste régulièrement. Marabel est entrée tranquillement.
Elle a traversé l'auditorium et s'est assise à côté de moi sans un mot. Après un moment, elle a dit « Tu as eu raison d'attendre ». Je l'ai regardée. Elle n'a pas souri. Moi non plus. Mais j'ai respiré, enfin. Pour une fois, je n'avais pas à expliquer. Je n'avais pas à me défendre. Pour une fois, la vérité était plus forte que leur performance. Et ce n'était pas ma voix qui le disait. Le dernier appel de la semaine de répétition s'est terminé juste avant le coucher du soleil. Alors que les étudiants sortaient de l'auditorium, discutant de costumes, de répliques et de projets de fête de fin de spectacle, je suis resté en arrière, caché dans l'ombre près du côté gauche de la scène, là où l'odeur de vieux velours et de pain du décor de Noël du mois dernier flottait encore dans l'air. Je n'étais pas là pour jouer. Plus maintenant. Mais je n'étais pas là pour disparaître non plus. La première était dans moins de 24 heures. Je n'ai pas répété. Je n'en avais pas besoin. Je connaissais déjà chaque réplique, chaque signal, chaque changement d'éclairage. Je les connaissais parce que je les avais vécus jusqu'à ce que je sois effacé du rôle que j'avais mérité. Mais maintenant, je jouais un rôle différent, un rôle avec plus de gravité que les applaudissements. Plus tard ce soir-là, je me suis assise en tailleur dans le couloir devant les loges, des écouteurs dans les oreilles, les yeux fermés, laissant la partition jouer une dernière fois. Je pouvais entendre la voix d'Isolda en arrière-plan, répétant ses gammes derrière le mur épais. Elle cherchait encore la perfection même maintenant. Ses notes étaient impeccables, mais j'ai entendu la tension dans son souffle. La petite cassure dans sa voix qu'elle a probablement attribuée à la poussière ou aux allergies. Mais je savais mieux. Elle était nerveuse parce qu'elle savait que les projecteurs ne lui appartenaient plus. Pas vraiment. Le vendredi est arrivé comme une respiration retenue. Le bâtiment a bourdonné toute la matinée. Les professeurs souriaient davantage. Le directeur a fait son discours habituel du « faisons de cette soirée une soirée inoubliable » lors des annonces du matin. Les parents et les donateurs étaient attendus, le surintendant aussi. Peut-être même une équipe de télévision locale. Le spectacle a commencé à 19 h. À 18 h, j'étais assise en coulisses, pas en costume, mais en jean noir et un pull bleu doux. J'avais dit à mademoiselle Martin que j'étais là pour aider aux transitions et à la circulation de l'équipe. Elle a accepté cette réponse rapidement. Trop rapidement, comme si elle ne voulait pas admettre qu'elle était soulagée que je ne fasse pas de vagues, mais je n'avais aucune intention de rester invisible. À travers les interstices des rideaux latéraux, j'ai regardé le public remplir les rangées les unes après les autres. Marabelle est arrivée tôt et a pris place au premier rang. Sa posture était immobile, concentrée. Elle ne m'a pas cherché, mais je savais qu'elle était là pour plus que la performance. J'ai balayé la foule du regard. Alaric était assis près de l'allée. Vera, à côté de lui, a croisé les jambes et a ajusté son écharpe 3 fois avant que les lumières ne s'éteignent. Aucun signe des amis d'Isolda. Bizarre. La musique a commencé. Isolda est entrée par la droite de la scène, vêtue du costume rouge foncé destiné à Christine. Le public a applaudi poliment. Sa voix a résonné à travers le théâtre avec confiance, mais j'ai vu le tremblement de ses mains quand elle les a levées vers le fantôme pendant son solo. Elle touchait les notes, mais quelque chose ne se connectait pas. La chaleur, la vulnérabilité, ce n'était pas là. À mi-chemin du deuxième acte, une entrée manquée a provoqué une onde de choc en coulisses. L'opérateur de la table de mixage a tâtonné pour couvrir le silence avec un signal musical précoce. Isolda s'est rapidement remise, mais le moment est passé maladroitement. Son rythme s'est accéléré. Elle a chanté plus fort que nécessaire. Le désespoir suintait des coutures du rôle qu'elle avait volé. Puis, pendant le numéro final, je me suis dirigé vers le bord des coulisses, m'arrêtant juste avant la ligne du rideau. D'où je me tenais, les lumières de la scène créaient un halo autour de la scène. Mon corps était à moitié dans l'ombre, invisible pour le public. Mais à ce moment-là, je ne me sentais pas comme un fantôme. Je me sentais ancré. Je l'ai regardé atteindre la note finale et se tourner pour saluer. Et juste au moment où les applaudissements ont commencé, léger, poli, rien de ce à quoi elle s'attendait, j'ai fait un pas en avant, pas sur la scène, juste assez pour que les lumières de la salle m'attrapent brièvement. Quelques halètements. Vera a tourné la tête brusquement. Alaric s'est penché en avant, puis Marabelle s'est levée et a applaudi 1 fois, 2 fois, puis encore. Le reste du public a hésité, incertain. Certains ont suivi son exemple, d'autres non. Mais à ce moment-là,
ce n'était pas moi qui essayais d'être vu. Je l'étais déjà. Après le spectacle, je suis resté en arrière alors que le reste de la distribution célébrait dans le couloir, échangeant des fleurs et des selfies. Isa est sortie de la porte de la scène avec un sourire figé, les joues rouges, le mascara commençant à peine à couler au coin des yeux. Elle a évité mon regard en passant. Pas de mots. J'ai attendu que la plupart de la foule soit partie avant de me diriger vers le bureau principal où les fleurs étaient triées pour la distribution. Un bouquet était à part, des roses, un emballage lavande, une carte dorée. À Annabelle, tu as été magnifique. Amour, maman. J'ai fixé la carte pendant 10 bonnes secondes avant de la soulever doucement. Annabelle était le deuxième prénom d'Isolda. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas soupiré. Au lieu de cela, je l'ai porté jusqu'à la poubelle la plus proche et je l'ai jeté dedans. En sortant du bâtiment, j'ai tendu le bouquet au concierge près de l'entrée. Voudriez-vous ceci, ai-je demandé. Il a semblé surpris. Bien sûr. J'ai souri poliment. Elle ne m'était pas destinée. Dehors, l'air de la nuit était vif. Le printemps avait enfin commencé à prendre racine. Le ciel au-dessus de l'auditorium était d'un indigo profond, et je pouvais entendre les acclamations étouffées de la fête de la distribution s'échapper de l'aile de la cafétéria, mais je ne me dirigeais pas là-bas. Alors que je traversais le parking, mon téléphone a vibré. Un texto de Marabelle. Tu te tenais plus droite que n'importe qui sur cette scène. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai tapé lentement, soigneusement. S'ils ne sont pas capables de prononcer mon nom, ils n'ont pas le droit d'écrire mon histoire. Puis j'ai mis le téléphone dans ma poche et j'ai continué à marcher, un pas à la fois, loin du théâtre, loin du bruit, vers ce qui allait suivre. La scène était terminée, mais ma vie, ma vraie vie, ne faisait que commencer. 3 jours après le dernier appel, j'ai fait mes valises tranquillement pendant que le reste de la maison dormait. Ce n'était pas dramatique. Pas de cris, pas de portes claquées, pas de disputes de dernière minute. J'ai simplement plié mes vêtements, glissé mon journal entre 2 pulls, et mis la lettre qu'Isolda avait écrite des années auparavant dans ma poche arrière. Célestine, ma grand-mère, m'a retrouvé au bord du trottoir dans sa vieille Buick. Elle n'a pas dit grand-chose quand je suis monté. Elle s'est juste penchée, a embrassé le sommet de ma tête et a dit « Nous avons des biscuits frais et du miel qui t'attendent à la maison. Tu as faim, ma chérie ?» J'étais affamé, mais pas seulement de nourriture. Sa maison se trouvait à la périphérie de la ville, après les rangées de lotissements identiques, et dans le calme où les propriétés étaient espacées et les porches avaient encore des rocking chairs. Quand nous sommes arrivés dans son allée de gravier, les carillons éoliens suspendus aux avant-toits nous ont accueillis comme de vieux amis. Leur musique douce a remué quelque chose dans ma poitrine qui était enfermée depuis trop longtemps. À l'intérieur, l'odeur de cannelle et de quelque chose de beurré m'a accueilli avant même que la porte ne se soit refermée derrière nous. La lumière de la cuisine était chaude, la table déjà mise pour 2. Une théière sifflait doucement sur la cuisinière. Célestine ne m'a pas assailli de questions. Elle n'a pas demandé d'explication ni ne m'a fait revivre quoi que ce soit. Elle a simplement posé une assiette, versé une tasse de thé et dit « Tu es en sécurité maintenant, et tu ne dois rien à personne, pas même des réponses. » Cette nuit-là, après le dîner, j'ai sorti mon vieux journal. Pas celui que j'utilisais pour feindre la gratitude ou suivre les projets scolaires. Celui que je gardais caché, à moitié rempli d'entrées que j'avais commanditées mais jamais terminées. J'ai ouvert à une page blanche et j'ai écrit « Aujourd'hui, je suis rentré à la maison. » Les jours ont passé doucement. Mes bleus se sont estompés. Mon esprit s'est éclairci. Le silence n'était pas oppressant ici. Il était guérisseur. Célestine fredonnait des chants gospel en pliant le linge. Nous faisions des promenades en début de soirée, juste après le crépuscule, quand le monde devenait bleu, calme et indulgent. Un matin, je me suis réveillé avec une phrase résonnant dans ma tête. Le bandage n'était pas seulement sur la blessure. Il était sur la vérité. Cette phrase m'est restée toute la journée, persistant pendant le petit déjeuner, me suivant pendant que je lisais sur le porche arrière, me chuchotant à l'oreille pendant que j'aidais Célestine à tailler les rosiers. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire. Le bandage est devenu une pièce en un acte, simple dans sa forme, mais pleine de poids. Elle suivait une fille qui était blessée à l'endroit où elle était censée se sentir le plus en sécurité. Chaque scène dévoilait une couche, non seulement de sa blessure, mais aussi du silence qui l'avait suivie.
Les visages qui se détournaient, les gens qui disaient « tu exagères » ou pire « n'en fais pas toute une histoire ». Mademoiselle Carter, mon ancienne professeure d'anglais et maintenant ma bouée de sauvetage silencieuse, a proposé de m'aider à la mettre en scène au théâtre communautaire local. Elle a lu le script d'une traite, m'a appelé ensuite et a dit « ce n'est pas juste une pièce, Sky. C'est toi qui reprends ta voix. » Nous avons commencé les auditions la semaine suivante. Je n'ai pas choisi des types d'Isolda. J'ai choisi des jeunes qui avaient toujours été relégués à l'arrière-plan. Ceux qui n'avaient jamais eu de solo, qui déjeunaient seuls, qui tressaillaient quand quelqu'un élevait la voix. Ils ont pris vie sur scène d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Une fille a sangloté pendant un monologue, non pas parce qu'elle avait oublié ses répliques, mais parce qu'elle touchait de trop près sa propre vie. La première est arrivée rapidement. Je portais un pantalon noir et un chemisier bleu, de la même couleur que le pull que je portais la nuit où j'ai regardé Isolda jouer depuis les coulisses. Mademoiselle Carter se tenait en coulisses avec moi avant l'ouverture des portes, sa main sur mon épaule. « Tu es prête ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Je pense que je suis prête depuis longtemps. Le public était silencieux ce soir-là. Pas le genre de silence qui attend qu'une performance commence, mais le genre qui vient quand les gens savent que quelque chose de réel est sur le point de se dérouler. À mi-chemin de la deuxième scène, je suis entré dans l'allée juste pour observer d'un angle différent. C'est là que je les ai vus. Vera et Isolda debout devant la fenêtre du hall, juste assez loin pour voir la scène, mais non autorisés à l'intérieur. Célestine s'en était assurée. Nous avons le droit de refuser l'entrée à quiconque l'a fait saigner, avait-elle dit clairement au personnel de la billetterie cet après-midi-là. La sécurité s'est approchée d'elle doucement. Elles n'ont pas discuté. Elles ont juste regardé. Je n'ai pas bronché. Je ne me suis pas caché. Et je n'ai pas fait de signe de la main parce qu'elles n'avaient plus leur place dans mon histoire. La pièce s'est terminée par une ovation debout. Pas tonitruante, pas écrasante, mais respectueuse, émue, sincère. Marabelle s'est levée la première. Mademoiselle Carter a suivi, puis les autres. Après, en coulisses, l'un des plus jeunes membres de la distribution m'a serré dans ses bras et a murmuré « Je ne savais pas qu'on pouvait écrire sur des choses comme ça. » J'ai souri, on peut écrire sur n'importe quoi, surtout sur les choses qu'on nous dit d'oublier. Plus tard ce soir-là, de retour chez Célestine, je me tenais à l'évier de la cuisine en train de laver une tasse de thé quand elle est entrée. « Tu étais quelqu'un d'autre ce soir ?» a-t-elle dit. Je me suis retourné, en m'essuyant les mains. « Merci. » Elle s'est approchée, a tenu doucement mon menton entre ses doigts. « Ta maman ne le voit peut-être pas encore, mais moi si. Tu es en train de réécrire le nom qu'ils ont essayé de prendre. » J'ai hoché la tête, les yeux me piquant. Avant de me coucher, j'ai ajouté une dernière ligne à mon journal. Certaines cicatrices ne s'effacent pas, mais elles peuvent être le début de quelque chose de beau. Si on arrête de les couvrir, certaines cicatrices se voient, d'autres se portent en silence, mais aucune ne devrait être cachée pour toujours. L'histoire de Sky nous rappelle que protéger une image ne devrait jamais passer avant la protection d'un enfant. Vous a-t-on déjà dit de garder le silence pour le bien de la famille? Que feriez-vous si parler signifiait enfin être vu? Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Il y a plus de vérité et plus de force qui vous attendent dans la prochaine.